la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau où j'ai encore une fois la chance de pouvoir échanger avec une personne qui habite bien loin de moi, alors que nous vivons dans ce moment incroyable où l'Internet nous permet de créer des liens avec des gens habitant à des milliers de kilomètres de chez soi. Et ainsi, je reçois pour ce montée de niveau Olivier Larue, l'animateur de la chaîne Ultima Verba, sur laquelle il fait des parties de jeux de rôle à 80%, 90% comme il a dit lui-même, et 10% discussion et jeux vidéo. Mais avant d'aller plus loin, Olivier, ça va bien? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer à monter de niveau. Merci à toi. Mais ça me fait plaisir. Je suis très content de pouvoir encore une fois échanger avec un cousin français alors que nous faisons capables de concorder nos horaires afin que nous puissions enregistrer ensemble. Pour moi, j'apprécie beaucoup. Euh, je ne sais pas, en fait, comme je l'ai mentionné à Olivier, on a enregistré aussi également ensemble une valse au moment où est-ce qu'on fait cet enregistrement de montée de niveau. On ne sait pas si vraiment la valse elle est sortie ou non. Ça demeure dans le nébuleux. Fait restez à l'affût. Vous allez voir encore une fois Olivier apparaître sur la chaîne, probablement, ou vous l'avez déjà vu apparaître. Mais bref, plus je passe du temps avec et plus je suis heureux. Fait que c'est correct à ce moment-là. Fait que tant mieux. Mais avant d'aller plus loin, avant qu'on se lance dans le montée de niveau, vraiment, directement, Olivier, parle-moi un peu de ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Ultima Verba? C'est quoi l'idée derrière? On va essayer d'être concis, c'est pas ma spécialité. C'est Les gens de la correct. communauté le savent. Ultima Werba, c'est la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence. C'est un gimmick, ça, sur la chaîne. Je commence toujours les émissions comme ça, y compris avec le petit doigt levé. La chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence, donc, comme tu disais, oui, on y fait bien 80% de jeux de rôle. C'est-à-dire que si tu viens sur une émission, il y a de fortes chances que tu me vois en partie. Exactement sur le modèle de ta valse, on n'est toujours que deux, que je sois maître du jeu ou joueur. Et l'idée, c'est de recevoir plein d'invités, de les faire jouer ou de jouer à plein de jeux différents, plein d'ambiances. Quand je suis PJ, j'essaye vraiment de varier mes propositions de RP pour qu'on voyage en fait. Et surtout, mon idée, c'est de démocratiser le jeu de rôle. Et donc que les gens qui le connaissent pas trop puissent se dire, ah tiens, je connaissais pas du tout ce jeu, mais je savais pas que ce genre d'ambiance ça existait. Donc l'idée c'est ça, démocratiser le jeu de rôle. Et pour ça, bah, je fais venir soit des gros invités quand ils me font l'amitié d'accepter. Ça a été Bob Lennon, ça a été Prestea, ça a été Lucien Men, ça a été Fibre Tigre, ça a été Maxime Robinet de Globtopus. Et je fais venir aussi des invités un peu moins connus, plus confidentiels, qui soient créateurs de jeux, éditeurs, voilà, des gens du milieu du jeu de rôle, puisque j'ai la chance de travailler dedans. Et je suis aussi prof de littérature et d'éloquence dans le supérieur. Et le but du jeu, c'était de faire du jeu de rôle qui repose uniquement sur la parole. Pas d'image, pas de battle map, que deux personnes qui parlent et qui voyagent et font voyager les autres. Tu sais à peu près tout. Parfait, merveilleux. Pour les gens qui nous écoutent, les liens menant aux différentes plateformes de Olivier vont être dans la description de la vidéo. Je conseille fortement d'aller voir ce qu'il fait. Moi, je l'avais découvert via des publications qu'il avait partagées sur différents groupes et j'ai été vraiment super impressionné, justement, par, comme il mentionne si bien lui-même, l'éloquence et aussi également le jeu qui était proposé dans les parties. Je trouvais que c'était très rafraîchissant, autant dans la forme que dans le fond où aussi également les parties étaient aussi sur différents univers. On n'était pas exclusivement dans le médiéval fantastique, ce qui parfois fait du bien de changer le mal de place. Donc, sans plus attendre, Olivier, on passe à un monté niveau ensemble aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, C'est qui ne parti. connaissent pas la formule, qui ne savent pas qu'est-ce que monter niveau, eh bien, c'est assez simple. J'ai une série de questions que je pige au hasard dans une liste qui s'accumule avec le temps et qui s'empile. Et j'ai des questions qui sont très spécifiques à Olivier pour si jamais on tombe dessus, on ne sait pas. Et j'ai des questions qui sont aussi beaucoup plus générales que je pourrais poser à n'importe quel rôliste. Et ainsi, Olivier ben, répond comme il souhaite. J'ai parfois aussi des sous-questions qu'il va embarquer. Si jamais je trouve qu'il mentionne quelque chose de très intéressant, je vais prendre le temps de demander quelques précisions ou quelques informations supplémentaires afin d'en savoir un peu plus. Mais en gros, la formule ressemble à ça. Donc, Olivier, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, je suis chaud même. Parfait. Fait on se lance ainsi pour se monter de niveau avec une première question que je pige au hasard. Et avant, j'avais une petite, je peux le mentionner pour les gens qui nous écoutent, avant, j'avais un petit sac physique où lequel j'écrivais les papiers, vraiment les questions sur des petits papiers que je pigeais au hasard, mais je tente de sauver des arbres. Donc, c'est pour ça que c'est rendu maintenant exclusivement dans le virtuel. Première question. OK.
Le jeu de rôle, d'après toi, que tu as le plus, ou tu as le plus joué. Le jeu de rôle que tu as le plus joué. L5A. Presque sans hésitation. Quel jeu? L5A, le Ah, livre des 5 anneaux. oui, 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 ok. Ok. L5R, parce qu'il y a des gens qui sont anglicistes, mais Oui, moi, je suis francophone. Donc, c'est L5A, le livre des 5 anneaux. Ouais, je pense que vraiment, c'est le jeu que auquel j'ai le plus joué. Mage doit pas être trop, trop loin derrière, Mage l'Ascension. oui. Mais j'ai écrit dedans, en plus, Mage, j'ai fait toute la relecture de la 20e anniversaire. Mais ouais, je crois que vraiment, L5A, définitivement, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Ok. Et quelle édition, te rappelles-tu? La première, la Ah première. ouais. Et aujourd'hui encore, je ne joue presque qu'à la première. J'ai joué un peu à la quatrième, mais je ne suis jamais parti de la première, c'est ma préférée. OK. Moi, j'avais bien apprécié. J'ai jamais joué à la première. J'ai bien apprécié la quatrième. Je trouvais qu'elle était quand même intéressante. Parfait. Ben, écoute, j'aime ça. C'était concis, direct. C'était simple comme réponse. C'était Ah quand ouais, même là, ça va pas. parfait. Non, c'est parfait. Moi, je trouve ça parfait. On continue avec une prochaine On va question. pouvoir en faire plein. Mais si tu savais à quel point j'en ai, là. Fait on y va avec une C'est pour prochaine ça, question. j'espère. Une prochaine question que je peux jouer au hasard. Ah, ben, vois-tu, celle-ci, elle est spécifique à toi. Spécifique pour toi. Comment a débuté le projet de ta chaîne Twitch? C'était quoi Oh là l'origine? là. Ça, c'est un Ah, gros ça dossier, va ouais. être Ouais. difficile d'être concis, ouais. J'ai la chance de vivre de ma passion. Je travaille dans le jeu de rôle, dans l'édition du jeu de rôle. Je travaille auprès de Mhm. 3 éditeurs. Le plus gros, en tout cas, la collaboration qui m'a vraiment permis de bosser, c'est Arcane Asylum Publishing. C'est des amis. Voilà, je les aime très fort et je leur fais des bisous s'ils regardent. Parce que sans eux, rien de l'aventure que je vis aujourd'hui aurait été possible. J'ai Mhm. ensuite travaillé pour Black Book, avec qui je suis toujours en contact, avec qui je travaille toujours aussi occasionnellement. Et puis pour plus récemment pour Edge. Donc vraiment, voilà, j'ai les trois éditeurs les plus gros dans le milieu du jeu de rôle français. Et je vois le marché du jeu de rôle de l'intérieur. Et j'ai envie de le soutenir et je vois qu'il y a plein de gens qui le font, notamment les amis de Rollist TV. C'est vraiment le média du jeu de rôle en France. Et qui prennent sur leur temps pour voilà. Et je dis bah moi aussi j'ai envie de contribuer avec ce que je suis, avec ma tchatch. Alors la tchatch hein, chez moi c'est la verve, le fait de beaucoup parler, Mhm. la faconde on pourrait dire. Joli comme mot j'aime bien. Euh, et donc je me suis dit qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer un petit peu à démocratiser le jeu de rôle parce que mon ambition c'est vraiment de faire jouer des gens qui n'ont jamais joué et de montrer ça aussi comme un spectacle un peu smart, un peu chic, un peu intelligent. Parce que quand j'étais enfant, moi, j'ai pu souffrir quand je me suis mis au jeu de rôle de la mauvaise réputation du jeu de rôle qui fait que mes parents pouvaient m'empêcher un peu de jouer, voir ça d'un très mauvais œil. Et moi, j'ai envie d'être une caution pour les parents. J'ai envie que quand... c'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas de gros mots sur Ultima Werba. Je veux que quand on vienne, un jeune qui vienne sur la chaîne, et puisse montrer ça à ses parents en disant, mais regarde, c'est super bien, il parle bien, c'est presque du théâtre, etc. Donc, l'ambition, c'était un peu ça parler de jeux de rôle à des gens qui n'en ont pas forcément entendu parler. Et pour ça, il me fallait le plus large public possible et des influenceurs, des gens médiatiques qui puissent me permettre de toucher beaucoup de monde. Et comme, ça fera rire mes amis, j'ai toujours visé la Lune, moi j'ai cherché à avoir Squeezie. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de le contacter. Et en fait, j'ai pas pu avoir Squeezie évidemment, mais j'ai pu avoir Bob Lennon et Presea parce que j'ai eu les bons contacts et que mon projet a parlé. Mon projet s'était présenté comme présenter le jeu de rôle à des gens qui ne le connaissent pas et le présenter comme un support pédagogique à l'éloquence. C'est-à-dire, par la pratique du jeu de rôle, une pratique sérieuse, un peu distanciée, eh ben, je vais pouvoir, si je le souhaite, améliorer ma façon de m'exprimer à l'oral. Et d'ailleurs, dans mes cours d'éloquence, notamment dans les séminaires sur plusieurs jours, j'organise assez souvent un petit peu de jeu de rôle au tout début pour leur dire, bah, vous voyez, tout ce qui vient de se passer, c'est passé uniquement par la parole. La parole, elle a un pouvoir incroyable quand on s'y intéresse. Et voilà, l'ambition de la chaîne, c'était ça. Et profiter très vite aux autres.
C'est-à-dire, j'ai créé la passerelle en même temps que le Prime. Le Prime, c'était des gros invités qui venaient pour mettre la lumière sur la chaîne. Et moi, je me servais de cette lumière pour faire la passerelle et faire connaître des petits auteurs, des petits éditeurs, voilà. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que je fais en ce moment et ça, j'en suis très content. Le Prime, je ne sais pas si ça va continuer parce que c'est très compliqué d'avoir. J'ai eu de la chance sur les premiers gros invités, mais après, ben, je suis un peu comme tout le monde. Quand j'envoie des mails à ces gens-là, on me répond pas. Donc, je ne sais pas si ça pourra continuer. Mais en tout cas, voilà, l'ambition de la chaîne, c'était ça. C'était vraiment de démocratiser le jeu de rôle et le présenter comme quelque chose de vraiment positif, notamment pour attirer les jeunes à la littérature, à la belle langue, à l'écriture même, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu l'ambition. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir, j'ai quelques ados, je sais, dans mon chat et ça me fait super plaisir de me dire, bah, c'est des gens qui s'intéressent aux jeux de rôle et pas que à Donjons et Dragons, par exemple. Même si c'est très bien, Donjons, j'ai rien contre, mais c'est une hégémonie qui est un peu écrasante, alors qu'il existe des milliers d'autres jeux et certains qui sont incroyables. Parler d'L5K, moi j'ai eu 3 rencontres avec le jeu de rôle. Ma première, c'est ma toute première partie. Ma deuxième, c'est ma première partie roleplay. La première fois qu'on m'a fait jouer une partie hyper immersive où là, je découvrais le jeu de rôle à nouveau. J'ai découvert un autre monde. Et quand j'ai rencontré L5K, pareil, la folie pour le Japon, enfin, L5K m'a retourné le cerveau, quoi. Ça a aussi transformé ma façon de jouer. J'y ai vécu émotionnellement des choses que je n'avais jamais vécues avant. Toute une table de joueurs qui pleurent comme on pleure devant un film, ça ne m'était jamais arrivé avant L5K. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de dire que en fait, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à un art, le jeu de rôle. Ça a toujours été un peu mon ambition. Pousser jusqu'à une dimension presque artistique. Mhm. Ben, je dis absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Je pense il y a un côté, justement, il y a un côté qui est très. Je pense qu'il y a une pratique artistique qui se fait et qui se fait justement sous plusieurs facettes de l'art, qu'on parle de l'écriture, qu'on parle du jeu, qu'on parle même aussi à un certain point de. Tu sais, c'est considéré comme un art le fait de pouvoir faire jongler des mécaniques ensemble pour qu'elles puissent fonctionner et ainsi bien transposer l'information qu'on veut partager. Fait que je suis absolument d'accord avec toi, puis je trouve que tu le fais très bien, autant d'un point de vue justement artistique, mais aussi du point de vue de c'est quelque chose qui peut être pris, c'est quelque chose qui doit plutôt être pris au sérieux. C'est comme, ce n'est pas, on n'est pas justement dans une ambiance où c'est pas enfantin nécessairement. Oui, c'est accessible, ça peut être familial, ça peut être pour tout le monde, mais ça n'a pas besoin d'être paternisé comme pratique. Fait que je suis très content de. Sur LinkedIn, j'avais écrit un article qui s'intitulait Le jeu, c'est sérieux. Ah! Ben, effectivement. Effectivement. Parfait. Tu l'as-tu encore, cet article-là? On peut-tu le lire? Je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Je poste pas énormément sur LinkedIn et LinkedIn, c'est vraiment plutôt pour mes cours d'éloquence et de littérature. Donc, je parle très, très peu de jeux de rôle dessus. Mais j'avais quand même fait mention, et je parle pas de la chaîne, voilà, c'est Mhm. vraiment LinkedIn, je n'utilise que pour. Mais si on va sur mon profil, Olivier Larue, oui, on doit pouvoir trouver assez facilement l'article. Il y avait Bâtisseur de pont qui parlait de mon projet de chaîne, justement. C'est pour ça qu'il y a cette idée de passerelle, mais plutôt dans la façon de communiquer que les réseaux sociaux ont hystérisé, polarisé énormément. Moi, je voulais justement proposer sur ma chaîne qu'on communique autrement, en faisant abstraction justement de tout ce qui peut nous éloigner et en se retrouvant autour d'une passion commune et dire, mais en fait, je suis sûr qu'on peut faire jouer des gens qui seraient absolument pas d'accord s'ils discutaient politique ou sujet polémique, tu vois. Euh, et ils seraient peut-être capables d'en discuter une fois qu'ils se seraient vraiment régalés tous les deux autour d'une table de jeu de rôle. C'est un peu Mhm. mon idée, quoi. Voilà, c'est un peu flou dans ma tête. Enfin, c'est difficile à retranscrire, mais voilà, je sais que dans les ambitions de la chaîne, il y avait ces deux choses-là. C'est montrer à quel point le jeu de rôle s'est professionnalisé, à quel point le jeu, ça peut être sérieux aussi, et montrer à quel point il est possible, par le biais du jeu, de communiquer autrement, avec beaucoup plus de bienveillance et d'arrêter d'enfermer les gens dans une case parce qu'ils ont mis un tweet malheureux un jour qui peut-être eux-mêmes regrettent ou peut-être qu'ils penseront plus la même chose le mois d'après. Voilà, Mhm. apporter un peu de paix dans le dialogue, quoi. OK. Intéressant. J'aime ça. J'aime ça. Donc, 2 articles qui sont au tout début de mon LinkedIn et comme il n'est pas très vieux, ça doit être facile à retrouver. Ah, tu facile à trouver. Parfait. On y va avec une prochaine question. Je puis au hasard. Chaud. OK. Encore une de mes questions spécifiques pour toi. Un peu, en fait, savoir.
Quel est ton rôle, justement, dans le cadre, exemple, d'un travail que tu fais auprès d'une maison d'édition, de publication de jeux de rôle, par exemple Arkham Asylum? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Il est triple, et je peux Oui. même te le hiérarchiser, mais là, je vais être concis. Je suis relecteur. OK. J'ai mon nom dans 36 livres, je crois, parce que tu sais, je t'avais dit, j'aime bien faire des listes. Oui, Donc, je absolument. garde une trace des Oui. bouquins dans lesquels j'ai écrit, et donc je crois qu'il y en a 36 ou 37. Clairement, l'écrasante majorité, je suis relecteur. Je corrige les fautes, je corrige la grammaire, je corrige la stylistique parce que c'est ma formation. Donc, je reprends le style un peu des phrases quand ça manque de fluidité. Après, je fais vite aussi, hein. Il faut savoir que dans le jeu de rôle, voilà, souvent les délais sont courts. Mhm. Les délais sont courts, les formats sont gros. Par opposition, je suis relecteur pour une maison d'édition littéraire. J'ai beaucoup plus de temps sur des formats beaucoup plus courts. Donc, je peux faire quelque chose de beaucoup plus léché. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, d'avoir dit à l'issue d'une émission qui se terminait à minuit, bah là, je vais enchaîner avec une nuit de relecture parce qu'il faut que ça parte très, très vite. Et bon, c'est sûr que c'est pas là que je vais faire le truc le plus soigné. Mais globalement, voilà, c'est tout ça. Et puis après, il y a l'aspect technique aussi. Est-ce que le nom de cette compétence n'a pas changé? Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence du point de vue des règles? C'est vraiment, c'est multiples casquettes en fait. Le relecteur dans le jeu de rôle, il fait un peu tout ça. En tout cas, les éditeurs avec lesquels je travaille, je fais un peu tout ça. La deuxième chose, c'est que je suis auteur. Alors, parmi les choses les plus glorieuses, je suis notamment l'auteur principal du jeu de rôle Métro 2033, Mhm. pour lequel Maillard a été le directeur narratif. Et voilà, je suis celui qui a écrit tout le lore. Enfin voilà, il y a Fabien qui a adapté les règles du Year Zero Engine, mais après globalement tout le lore c'est moi. Et puis à la fin, j'ai demandé l'aide d'un copain, Sébastien Mintoff, avec qui je fais pas mal de choses, qui est venu donner un coup de main sur les créatures et sur les scénars qu'on a conçus ensemble, même si j'en ai écrit la majorité. Mais on voulait qu'il y ait une vraie écriture à quatre mains, donc on a tout conçu ensemble. Et puis j'ai écrit pour Mage l'Ascension un petit supplément qui s'appelle Le Prix à payer. J'ai écrit pour Gods un scénario, mais ça c'est pas encore sorti. Voilà, ça devrait pas tarder. J'ai écrit pour Roll and Play, un petit scénar, pareil, il fallait boucher les trous. Ah, il nous manque un scénario, mais on n'a plus beaucoup de place dans le supplément. Est-ce que tu peux nous écrire quelque chose de très très court? Alors que j'encadrais ce recueil de scénarios. C'est la troisième chose que j'ai faite pour l'instant. Et c'est vraiment l'une de celles que j'aime le plus. Donc j'espère pouvoir le refaire, ça. Et c'est dans les tuyaux, normalement, je devrais refaire ça. Donc là, c'est un travail d'éditeur, c'est-à-dire que je coordonne les auteurs pour qu'ils répondent à la commande initiale et éventuellement, je leur renvoie leur copie avec le plus de bienveillance possible, mais en leur disant, voilà, il faudrait changer ça, ça et ça. Voilà. Et puis bon, comme je suis relecteur de formation à la base, pardon, j'ai du mal à m'empêcher de faire de la relecture en même temps quand je relis ce qu'ils me proposent, quoi. Mais voilà, c'est mes trois activités chez les éditeurs avec lesquels je travaille. OK. Mais Je suis- essentiellement, c'est de la relecture et c'est ce qui me paye le plus d'ailleurs, hein. ouais. Je vis bien grâce à la relecture parce que j'en fais beaucoup, j'ai un gros volume et comme je fais ça à plein temps, moi, ça me permet d'en vivre. Mais on est très très peu, hein, dans le Ouais. milieu à pouvoir en vivre. Je suis quand même curieux de savoir, vois-tu, là, je fais mes fameuses sous-questions parce que je trouve ça intéressant. Tu as mentionné beaucoup de choses. Je suis curieux de savoir, tu as mentionné justement être l'auteur principal du jeu de rôle de 2033, Métro 2033. Ouais. Mhm. Est-ce que tu avais beaucoup de, on va dire, moi je pourrais dire de liens ou du moins des connexions à faire justement avec le livre originel, le livre de fiction, ou tu étais quand même plutôt libre, si on veut, dans la création en soi? Alors, j'avais un cahier des charges. OK. Il y avait Maillard qui était là pour s'assurer que j'y répondais. Mhm. Euh, et globalement, après, moi, je suis un prof de français. À l'origine, ma formation, c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait des études de lettres et j'ai enseigné en collège et en lycée. Donc, euh, quand j'aborde une œuvre, c'est très compliqué pour moi de la trahir. Donc, Mhm. je suis resté très, très fidèle au roman Métro 2033. OK. Je l'ai lu, relu, annoté. Je suis allé chercher des choses vraiment. Enfin, je pense que s'il y a des vrais fans du roman, ils devraient pas être déçus a priori.
On est vraiment dans l'ambiance des romans. Donc oui, OK. oui, bien sûr que j'ai eu de l'espace de création, j'ai créé plein de choses, des PNJ, des lieux, etc. Mhm. Mais j'ai vraiment fait en sorte que ça ne dépasse pas, que dans l'œuvre, si tu tombes là-dessus, tu te dis, bah, il n'y a rien qui me choque par rapport à ce que j'ai lu dans Métro, voilà. Mais Mhm. évidemment, on a mis des choses qui sont présentes. Toutes les descriptions de stations qui sont décrites dans le roman sont fidèles à ce qui se trouve dans le roman. Tout ce qui n'est pas décrit, j'ai pris des libertés, oui, bien sûr. OK. Est-ce que tu sais si, puis là, une dernière sous-question, après ça, je saute à la prochaine question principale. Est-ce que tu le sais si, est-ce que Dimitri Glukovski sait que ça existe? Il le sait? Bien sûr, bien OK. sûr. OK. Est-ce qu'il, tu Ouais. sais s'il était curieux d'acheter un coup d'œil? Parce que veut pas, je sais, il doit Il le pas fera. traiter. OK. Alors, il le fera. On pensait même avoir un mot de sa part en introduction. Je ne sais pas si tu connais la position de Dmitri Glouchovski vis-à-vis du conflit avec l'Ukraine, mais Non, pas du tout. Non, pas du tout. en fait, il s'est ouvertement déclaré contre. Euh, il est clairement en cavale aujourd'hui. Oui, oui. Il est recherché par le gouvernement de Poutine. Et ses jours et ceux de sa famille sont menacés, quoi. Oui. Donc, il n'est plus en Russie. Très honnêtement, et je le comprends, je pense qu'actuellement, il a d'autres chats à fouetter que de venir écrire une petite bafouille pour un jeu de rôle français, même si nous avons les droits de création, hein. Donc, enfin, je dis nous, mais c'est Arcane, hein, moi, je suis que le sous-traitant. Mais Arcane a les droits de création sur le jeu. Donc, ça veut dire que ça n'est pas une traduction. Le jeu n'existait pas avant. Et c'est la France qui le publie. Donc, en plus, il va falloir le traduire en anglais, mais c'est prévu pour qu'il puisse le lire plus tranquillement, parce que je suis pas convaincu qu'il soit très à l'aise avec le français. Je le connais pas, moi, personnellement, hein, voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que bien entendu, il sait que ça existe. Bien entendu, il est d'accord. Et, il devrait suivre ça. Maintenant, voilà, le contexte actuel fait qu'il a d'autres priorités et on le comprend facilement. Mhm. Non, je comprends, je comprends. Puis oui, je sais pas sous-entendre qu'il devait pas, quand je peux dire, je sais pas sous-entendre que c'était pas officiel, c'est officiel de le métro 2033, mais c'est plus d'un point de vue, justement, vu la situation actuelle, j'étais curieux de voir s'il était si informé que ça de l'existence concernant justement tout ce qui se déroule, mais ça répond bien à la question. On y va avec une Mais prochaine question. le Oui. conflit. Ah, pardon. Non, 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 parce non, que non, j'allais vas-y, dire vas-y, que vas-y. le conflit a forcément eu un impact sur la production du jeu. Oui, ben oui, Il c'est y a sûr. des illustrateurs russes avec lesquels on travaillait du jour au lendemain, on pouvait plus les payer, etc. On a dû faire des trucs dignes de films d'espionnage. Mathieu en parle très bien dans des interviews, notamment auprès de Rollis TV, où il explique que pour les payer, c'était digne de films d'espionnage, où il fallait passer par des trucs contournés, machin. Donc c'était ouais, ça a vraiment compliqué les choses. Et puis on s'est aussi posé la question, on s'est dit bon, c'est un truc qui est dans un contexte russe et c'est peut-être délicat de parler de la Russie en ce moment. Bon, Dmitri Glouchovski a été tellement clair dans ses positions que ça, pour le coup, ça rentre plus en ligne de compte. Là, Oui, on oui, s'est je dit, ben, comprends. on peut soutenir le travail et rappeler que voilà, tous les Russes ne sont pas d'accord avec l'invasion de l'Ukraine, Oui. sans rentrer dans une discussion compliquée, mais voilà, c'est important aussi de penser qu'il y a plein de Russes qui subissent cette situation et que c'est pas un pays qui doit cesser d'exister, y compris dans la fiction, parce que son gouvernement fait des choses très largement discutables en ce moment. Oui, puis je disais d'ailleurs, effectivement, puis pour conclure sur le sujet, justement, dire que du fait que vous mettez de l'avant ce projet-là, ça permet justement de démontrer justement la présence de ces Russes-là qui ne sont pas en accord avec les convictions actuelles de ce qui se déroule. Fait que je trouve ça quand même important de le faire. On y va avec une prochaine question. Je pense que c'est fou, c'est la première fois qu'on parle, tu sais, autant d'un point de vue plus quasiment politique dans le contexte de montée de niveau, mais en même temps, tout est interrelié. D'une manière ou d'une autre, ça revient. Ah, puis nous, on l'a vécu de plein fouet, hein, pour le Ah oui, coup. Et puis il c'est y a ça. Twilight 2000 aussi, Ah, mais un oui, ça conflit c'est. justement. Et alors ça, on a décalé. Ça, c'était prêt, c'était dans les tuyaux. Oui, Et tout d'un coup, il y a un vrai conflit. Et là, on s'est dit non, ce serait de mauvais goût, en fait. Donc, on va ben oui. attendre. Les gens connaissaient la version anglaise, donc ça laisse. Mais quand même, voilà, Ben, je sais pas si c'est
quand est-ce que ça doit sortir, Oui, mais je je sais sais, que ça mais a été retardé. je te que j'avais participé au financement pour la version anglaise, puis je l'ai reçu. Puis quand je l'ai reçu, je pense 2 semaines après, ça commençait. Et j'ai fait, bon, ça, on va laisser faire, ça me tente pas. C'est pas, ça devient trop tangible à mon goût. Fait que on va y aller avec une autre question. Une question encore une fois spécifique pour toi. Un livre, un livre de jeu de rôle que tu as trouvé difficile à la relecture, que tu as trouvé qui était particulièrement ardu à devoir, comme justement, retravailler. Que ce soit à cause de sa quantité de mots, ou du moins ses tournures de phrases, ou peut-être même, on va dire, peut-être les propos, à quel point est-ce que c'était parfois confus. On est juste curieux de savoir. Alors, là, tu me demandes quelque chose de compliqué parce qu'en fait, le travail le plus compliqué, Oui, et j'ai relu tellement de livres que ça, je peux le dire sans risquer de viser qui que ce soit, oui. le travail le plus compliqué, c'est celui de passer après un mauvais auteur ou un mauvais traducteur. Ouais, je comprends. Parce que ça veut dire qu'il faut réécrire. Ouais. On... Il y a un livre sur lequel on m'a payé beaucoup plus cher, Mhm. comme si j'étais traducteur. OK. Tellement le travail était à refaire, quoi. OK. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de Oui, oui, c'est ça. correct. Ce que je peux te dire, c'est que Mage l'Ascension est à la fois la gamme qui m'a permis de travailler dans le jeu de rôle, Mhm. mais ça a été pour moi clairement la pire relecture. Déjà, c'est une somme, c'est 2000 pages Word, Ouais. 2000 pages à 4. C'est monumental. Le livre de base, c'est 3 300 000 signes et il y Mhm. a encore 2 livres à côté, plus un que j'ai écrit. C'était ma première relecture, je voulais qu'elle soit impeccable. Donc dès que je bougeais une virgule, je le disais. Dès que j'utilisais une règle de grammaire dont je savais qu'elle allait faire tiquer parce qu'elle était rare, etc. Par exemple, c'est le fameux après que plus indicatif. Mhm. Après qu'il sera. Ah bah non, c'est après qu'il soit. Bah non, c'est après qu'il sera en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le pratiquent pas, qui ne savent plus, donc qui vont le recorriger. Donc à chaque fois, devais mettre un commentaire avec la source, grammaire méthodique du français, page temps, et j'allais recopier, et c'était pas sur le net, tu vois, donc il fallait que je retape à la main. J'ai fait un travail de titan, mais pour qu'il soit en confiance absolue, pour qu'il se dise, OK, ce type, il sait vraiment de quoi il parle. Quand il y a un doute, il le dit et il pointe les différentes règles de grammaire qui peuvent se contredire, etc. C'est super pro. C'est ce qui m'a valu de pouvoir bosser avec eux. Et maintenant, je suis super à l'aise. Maintenant, je change tout ce que je veux dans le texte. Ils me font une confiance aveugle et c'est très pratique. Et c'est ce qui m'a permis de bosser avec les autres. C'est parce que Arcane a vraiment été hyper propre et a joué les impresarios pour moi, notamment auprès de Edge, tu vois. Donc, le travail le plus colossal, ça a été Mage. Et puis OK. j'étais prof en même temps. J'étais encore prof au moment où j'ai commencé Mage. Et j'ai connu un petit burn-out à un moment donné parce que ça faisait vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça fait combien Donc de temps de Mage, ça? ça restera toujours. Hmm. Ça fait combien de temps de cela? Mage, ça va faire 5 ans que je travaille avec Arcane et j'ai commencé par ça, donc ça va faire 5 ans. OK. OK. Intéressant. Juste par curiosité, parce que tu as mentionné justement des univers qui étaient chers à ton cœur, et souvent c'est justement des livres sur lesquels, exemple, tu as travaillé, par exemple, Mage, que tu Hmm. apprécies beaucoup et tout ça. Lorsque tu vas, par exemple, faire de la relecture d'un ouvrage, ou du moins justement y jeter un coup d'œil pour vérifier si l'ensemble de ce qu'il contient est approprié, est-ce que tu prends le temps par défaut de, on va dire, comment je pourrais expliquer ça, de comprendre l'univers dans lequel le jeu se déroule afin de justement comprendre, on va dire, les subtilités, parce que des fois, on va dire, certains ouvrages ou certains jeux de rôle vont avoir tellement de mots, des mots propres, des noms propres plutôt, qui vont avoir
tellement de sens ou tellement de noms propres qu'à un certain point, des fois, les phrases ne tiennent plus parce que justement, tu vas avoir le nom de 8 montagnes une après l'autre et ces 8 montagnes fictives qui ont des noms absolument compliqués et que ça va, on va dire, s'échelonner entre des noms de montagnes et des vrais mots on va dire, des vrais noms qui existent. Est-ce que tu trouves ça plus difficile de justement plonger dans un livre de jeu de rôle que tu ne connais pas l'univers pour en faire la relecture ou habituellement tu prends tout le temps de vraiment être sûr de vraiment connaître de quoi sur le fond, de quoi est-ce que ça parle? Je suis un boulimique du jeu de rôle. OK. Dès lors que c'est francophone, pour que je connaisse pas du tout, il faut vraiment que ce soit tout petit. J'ai mon ami Sébastien Mintoff, dont je parle régulièrement parce que, bah, notamment dans le milieu du JDR, on fait pas mal de choses ensemble. Ah oui, je le connais, je le Euh, connais. bah, tu l'as vu notamment peut-être dans l'Arcane Play. C'était l'actual play qu'on avait fait pour Métro 2033 justement, mais à l'époque du Mhm. financement participatif. On avait coécrit l'Arcane Play ensemble, on l'avait co-présenté, enfin co-dirigé et présenté. Et lui, il se fait sa petite chronique JDR tous les matins. Donc c'est lui qui me dit les bons coups et tout, parce que lui, il connaît vraiment tout ce qui sort, tout ce qui se fait. Il suit énormément l'actualité. Moi, j'en suis pas là. Mais je suis un boulimique. J'ai testé 93 jeux, je crois. 94 grâce à toi, puisque tu m'as fait tester Fallen. J'ai joué énormément et pourtant, tu vois, 94 jeux, sachant qu'il y a des jeux comme L5K ou Mage que j'ai poncé. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Donc, ouvrir un jeu dont je me dis, ça, j'y connais rien, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que oui, Historia, par exemple, Troubleshooters, c'est des jeux que je ne connaissais pas. Mhm. Mais en fait, c'est tellement toujours présenté pareil, c'est tellement toujours un peu les mêmes logiques, les bouquins de JDR, qu'au bout d'un moment, je me suis jamais senti vraiment perdu. Gods, c'était une grosse créa. Donc là, ouais, il y avait pas mal de noms complexes, tout ça. Mais sinon, en fait, je relis très souvent le livre de base. Donc déjà, je découvre le jeu, forcément, tu vois. Ouais, ouais, oui, absolument. Euh, voilà. Donc ça m'est rarement arrivé de tomber sur un bouquin où je me dis, Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'y comprends rien. OK. OK. Puis c'est drôle parce que là, tu as mentionné que les livres, justement, les livres de jeux de rôle avaient toujours un peu le même format, ou du moins, tu sais, les mêmes présentations qui vont s'échelonner selon les sections et tout ça. Est-ce que tu apprécierais que des fois, il y ait justement un peu plus pas nécessairement un peu plus de folie à ce niveau-là, quelque chose un peu plus, euh, quelque chose qui pourrait vraiment être vraiment incongru ou du moins inattendu en termes de mise en page et en termes de partage d'informations, où tu as l'impression que ça essaie plus se tirer dans le pied à ce moment-là, dans le milieu du jeu de rôle, bien sûr. Alors, le joueur serait pas contre, le relecteur a pas envie. Ouais, je comprends. Plus j'ai mes marques, plus mon travail est simple. Après, je suis pas toujours convaincu par la volonté de réinventer la poudre. OK. Tu veux savoir comment être efficace pour faire un livre de jeu de rôle? Tu vas regarder Donjons et Dragons, ça existe depuis 40 ans, et c'est toujours les premiers. Et tu dis, bon, peut-être que vouloir faire complètement différemment avec la force de leur équipe marketing, de leurs éditeurs, de tout ça, peut-être que c'est pas l'idée du siècle. Donc moi, je serais méfiant. Un jeu de rôle, c'est un univers et c'est un système pour moi. Mhm. Il faut que l'accès à l'univers et au système soit clair pour que les gens s'éclatent avec ton jeu. Il faut pas oublier qu'en France, en tout cas, d'un point de vue légal, le jeu de rôle n'est pas du livre. C'est de C'est la vrai. notice technique. C'est vrai, je me suis fait dire ça récemment. C'est vrai. C'est de la notice de jeu de société, en fait. Donc, c'est très difficile de trouver un équilibre entre de l'explication, de la didactique fluide, une approche pédagogique, Mhm. une mise en ambiance littéraire, et là, qui te fait vraiment voyager, et de la description technique précise, et même, c'est encore une fois, c'est Donge qui a amené ça, avec le fameux wording. Un mot a toujours le même sens dans un contexte technique. Donc, je suis ouvert à toutes les propositions en tant que joueur. Si je dois réfléchir en tant que professionnel du milieu du jeu de rôle, il faut être très prudent quand on veut réinventer la poudre. Parce que la poudre qui a déjà été faite, elle est fiable.
celle qu'on va réinventer, elle va forcément se heurter à des ratés. Il va falloir retravailler, etc., pour arriver à quelque chose qui sera pas nécessairement meilleur que la poudre d'origine. Donc, prudence. OK. Intéressant. Mais en fait, pour elle, là, c'est super intéressant parce que j'aime ça quand je passe des personnes en entrevue comme ça parce que il y a toujours un certain point, on voit tout le temps les facettes professionnelles qui viennent embarquer par-dessus aussi le rôliste en soi. Et là, c'est pareil encore de ton point de vue. Fait que je trouve ça vraiment intéressant à voir. Puis c'est différent lorsque je vais avoir quelqu'un d'autre qui va avoir étudié, par exemple, en théâtre ou quelqu'un d'autre qui va avoir étudié, j'ai même eu quelqu'un qui étudiait justement en mathématiques et en tu sais, conception des règles. Fait que je trouve ça vraiment intéressant à ce moment-là d'avoir ton avis à ce sujet. On va y aller avec de prochaines questions, si tu veux bien. Allons-y. Est-ce que tu aimes ça à date? Le format va bien, précis? J'adore, on peut passer autant de temps que tu veux. J'aime Ouais, quand on me pose des questions. Surtout ouais. sur le jeu de rôle, c'est piégeux. Je peux parler OK. des heures de JDR, il n'y a pas de problème. OK. Fait qu'on y va avec une prochaine question. OK. Euh, un jeu que tu espérais aimer, mais qui t'a déçu à jouer. C'est compliqué ce que tu me demandes parce que je vais tirer soit sur des collègues, soit sur la Ben, c'est concurrence, comme, mais en même temps, soit... ça devient difficile de pouvoir parler de jeux de rôle sans. Si tu veux, OK, regarde, Euh, on va tourner la question. Je vais tourner la question. Je vais dire plutôt un jeu que tu ne pensais pas aimer, mais que finalement tu as beaucoup apprécié. Ouf, ça c'est facile. Ouais, Ça c'est facile. Parce que l'autre je l'ai, mais vraiment ce serait tiré sur c'est correct. un C'est bien jeu correct. de quelqu'un avec qui je travaille et j'ai pas envie. Enfin, ce serait pas Oui, très sympa. je comprends ça. L'inverse, c'est très simple, c'est Troubleshooters. Ah oui? Pourquoi tu pensais pas aimer ça? Ah, Troubleshooters, parce que je me méfie des skins. Ce que j'appelle les skins, c'est la substance reste la même, mais le packaging change. Et en fait, moi, quand on me disait au début, ouais, mais tu joues dans des univers de BD, je dis, ouais, mais en quoi ça change d'un jeu d'aventure, en fait? Mhm, Parce au bout de 5 minutes, si c'est mal fait, je vais oublier que ce que j'imagine, c'est du film. C'est mhm, pas du film, mais c'est de la bande dessinée. C'est exactement ce que je reproche à l'autre jeu que je ne citerai pas, qui lui, justement, m'a vraiment hypé. Je me suis dit, oh, ça a l'air tellement ouf. Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était creux, que ce n'était que de la skin et j'étais très déçu. Troubleshooter, c'est exactement l'inverse. Je l'ai ouvert en me disant, ouais, d'accord. Et petit à petit, j'ai vu que c'était une vraie proposition, qu'il y a zéro chance que tu oublies, parce que quand tu vas faire ton méchant machiavélique, qui au moment où euh, il te laisse dans la prison, où il pourrait te mettre une balle dans la tête, mais non, il va laisser l'eau monter pendant des plombes, et tu auras largement le temps de t'enfuir, et il va te révéler son plan en faisant vous ne me retrouverez jamais, et qui s'en va avec son espèce de gyrocoptère. C'est génial. Toutes les caricatures sont permises. Tu joues à Paris, c'est un Paris qui n'a jamais existé, c'est un Paris des années 60, mais en fait, c'est un Paris d'images de cartes postales. New York, c'est la même chose. Tu as droit à toutes les caricatures, les accents, tu peux sortir tous les accents allemands, italiens, machin, parce que c'est la BD et que dans la BD, ce n'est que de la caricature, c'est jouissif, extrêmement libérateur. La première fois que je l'ai fait jouer, c'était avec Bob Lennon. C'était parfait pour Bob Lennon. Donc vraiment, ce jeu, à la lecture, j'ai été complètement emballé. Alors que franchement, je ne serais pas allé vers ce type d'univers. OK. Vraiment super intéressant comme réponse. Est-ce que tu t'étais occupé aussi de justement de la relecture de Troubleshooter? Oui, oui. C'est à la OK. relecture que je l'ai découvert. Ouais. OK. Ben, je sais mentionner, j'ai tellement aimé, parce que vois-tu, un peu comme, je sais, un peu comme toi, j'en lis énormément, là. C'est dans mes lectures de chevet et j'ai tellement apprécié toute la formule et la manière qu'a été écrite l'aventure, la première campagne officielle, là, c'est le mystère du U-Boat, là, je crois. Ouais, C'est très tellement très bon bon, ça. là. C'est tellement bon. J'ai tellement trouvé ça bon pour de vrai. Fait que très content de savoir que finalement tu apprécies ton expérience. On y va avec un autre jeu, une autre question. Fait, Allez. allez. Euh, un jeu de rôle, ou plutôt le jeu de rôle, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est une question aussi plus générale, fait que je suis quand même curieux de savoir ta réponse à ce moment-là. Que tu aimerais beaucoup jouer, mais que tu n'as pas encore essayé. Vraiment celui-là que tu es comme, ah, ça c'est le prochain qu'il faut que j'essaye. Il faut que je l'essaye, celui-là. C'est moyennement un jeu de rôle. Mhm. Euh,
C'est l'Odyssée des Seigneurs Dragons, Oui, ok. parce que c'est quand même du Donge 5e, mais Mhm. c'est une campagne que j'aimerais énormément masteriser. Elle est fleuve, elle est énorme. Je sais que je pourrais sans doute jamais. Pax Elfica pour à peu près les mêmes raisons. Et tous les jeux des 12 singes. Je suis fan de tous les jeux des 12 singes. Mon métier, c'est de lire du jeu de rôle toute la journée. Je t'avoue que quand je termine ma journée de boulot, je vais pas me dire, ah, je vais me lire un petit jeu de rôle. Ce qui fait que j'ai presque tout le catalogue des 12 singes dans ma bibliothèque et j'en ai presque lu aucun, faute de temps. Et je pense qu'il y en a la moitié auquel j'aurais envie de jouer. Allez, en vrac, Les Oubliés, Oui, Terra Incognita, oui. Medium Aevum, Mhm. Into the Odd, Wastburg et Logos. Tu vois, ça fait 6 jeux. Voilà, 6 jeux Et évidemment, Logos, je vais y venir parce qu'un jeu où le verbe a tant d'importance, je suis obligé d'y aller, quoi. Tous des jeux, je sais pas si vous savez, tous des jeux qu'on ne peut pas trouver au Québec. Les 12 singes sont pas distribués au Québec, malheureusement. Ça, c'est vraiment. Ah, Ça, c'est faut que je trouve vrai. un C'est tellement moyen décevant de parce que j'adore, en fait, j'adore le produit, j'adore vraiment ce qu'ils font. J'ai eu la chance de pouvoir justement avoir tu sais, parce que justement, j'ai quelques contacts dans le milieu, j'ai eu la chance d'avoir la main sur quelques ouvrages, dont justement Wasberg, entre autres choses, dont j'avais lu le roman également, puis j'avais trouvé ça tellement bon. Terra Ignica qui me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps aussi, là. Mais qui sait, un jour Mais peut-être. il y a pas moyen de se faire envoyer ça par des amis en France. Moi, tu Ben, me dis, j'achète ça. Je sais pas à quel point les frais de port seraient indécents, mais moi, je t'envoie ce que tu veux, hein. J'en avais déjà discuté avec Guillaume Masterman qui s'occupe de la traduction chez Aquileos. Et Mhm. lui m'a mentionné qu'il y avait une formule qui fonctionnait, qui faisait en sorte que tu pouvais envoyer des livres français à l'international et que ça pouvait coûter vraiment moins cher que si c'était, exemple, un livre d'une autre origine, mais qui était traduit en français. Donc, je sais pas, je ne connais pas plus précisément de quoi est-ce que ça retourne. Il faudrait que j'y questionne, mais éventuellement, peut-être. Mais Renseigne-toi et le jour où tu veux un pack, moi, je serais tellement ravi de t'envoyer Les Oubliés ou Logos. Et Logos aussi. c'est un éditeur avec lequel je n'ai jamais travaillé, hein. Donc, tu vois, on peut pas m'accuser là pour le coup d'être de parti pris, mais clairement, c'est ma petite mine d'or à moi, les 12 Ouais. singes. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, tu vois, autant je fais très attention à pas me faire avoir d'un point de vue financier, et Mhm. du coup, je suis très content de ce que je gagne financièrement grâce à la relecture. Mais alors, les 12 singes, je leur fais un prix quand ils veulent, quoi. Moi, s'ils me demandent de bosser, j'accepterai de bosser pour moins cher parce que vraiment, en fonction des projets qu'ils me proposeraient, c'est vraiment une maison d'édition. Enfin, je te dis, je dois avoir tout leur catalogue quasiment. Il y a que tout ce qui touche à l'appel de Cthulhu, enfin, à Cthulhu, parce que pour moi, Cthulhu, dans mon cœur, ça a toujours été l'appel de Cthulhu. Et donc, tous les dérivés, je suis jamais trop allé dedans. Mais le OK. reste, le OK. reste. Ben, si jamais il y en a Donc, qui écoutent grosso ça. modo, les 12 Ouais. singes. Voilà. Ouais. Parfait. Très, 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 très belle réponse. On y va avec une prochaine question. Hum, OK. Est-ce que tu as un univers de fiction que tu apprécies bien, que tu aimerais voir être adapté en jeu de rôle? Oui, mais ça n'est pas possible. Pourquoi? Les Cinq Terres, c'est une bande dessinée incroyable à mi-chemin entre Game of Thrones et euh, Black Sad. Donc une très très bonne bande dessinée. Si tu ne connais pas, il faut absolument que tu ailles voir ça. C'est un collègue prof d'histoire dont j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps. Il m'a dit, oh là là, il faut que tu lises, tu vas kiffer. Je suis allé voir, je le déteste parce que ben j'ai fini le premier, je suis allé acheter le deuxième, voilà, j'en suis qu'au troisième. Et tout de suite, je me suis dit, bah là là, qu'est-ce que ça pourrait faire un jeu de rôle intéressant. Mais soyons honnêtes, du jeu très politique alors un jeu très mortel, Mhm. très politique avec des trahisons dans tous les sens. Mhm. Bon, c'est Game of Thrones, mais pour moi, on peut le refaire parce que je n'ai pas du tout aimé les règles de Game of Thrones qui, pour moi, ont trahissent l'esprit de l'univers. Euh,
Et il y a trop en ce moment, notamment chez Arcane, on leur en a fait le reproche, il y a trop d'animaux anthropomorphes en ce moment. Mhm. Et entre Historia, Humblewood, euh, Donjons et Chatons, qu'est-ce qu'il y a aussi? Jen la Balfa. Ça Route, commence à faire route. beaucoup. Route aussi, voilà. Enfin, Ouais. route, oui, je sais que les Québécois, vous prononcez beaucoup mieux que nous les mots d'origine anglaise. Mais nous, on est Forbidden Lands, tu vois. Ah, on en est là, Ah ouais. quoi. Game of Ouais, Thrones, quoi. c'est On fait correct. aucun effort. Aucun effort. Euh, donc, ça fait beaucoup d'animaux anthropomorphes en ce moment. Ouais. Et donc, il y aurait pas la place pour les 5 terres. Mais les 5 terres, ce serait une super adaptation. Et ouais, après, je trouve qu'il y a un peu tout qui existe. Moi, je suis assez satisfait. Il y a une chose qui m'a fait souvent me poser question, c'est la pègre. OK. Mais de la pègre, c'est-à-dire un jeu de mafieux, tu vois. Parce que j'ai discuté avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le JDR, et à plusieurs reprises, j'ai dit, bah, par exemple, toi, t'aimes quoi comme ambiance? En me disant, tu vois, c'est quoi les films que t'aimes? En me disant, il y a forcément un jeu de rôle qui colle. Et ben plusieurs m'ont sorti, ah, moi, j'aime Les Affranchis, j'aime Casino et tout, les ambiances, les films de mafieux et tout, tu vois. Et là, je me suis dit, oui, il y a Vampire la Mascarade, mais clairement, la personne que j'ai en face de moi, c'est pas ça qu'elle a envie de jouer. Ouais. Elle veut jouer Joe Pesci ou Robert De Niro, tu vois. Et Ouais. là, je me suis dit, bah, il n'y a pas de jeu qui corresponde à ça. Et souvent, je me suis posé la question, mais je me suis dit, je suis pas sûr que ça fonctionne parce qu'il va manquer la part de fantasy. Peut-être, oui, mais alors, avec une option, tu jouerais des mecs de la pègre ou tu lutterais contre des mecs de la pègre, mais tu aurais des pouvoirs. Et il y aurait une option jeu réaliste ou historique où il n'y aurait pas les pouvoirs. Mais juste proposer un truc sans pouvoir, sans rien de fantastique, je pense que ce serait un très gros risque éditorial vu ce qui fonctionne dans le jeu de rôle, quoi. Oui, mais en fait, c'est drôle ce que tu mentionnes parce que, ben, drôle, c'est intéressant parce que, vois-tu, là, tu le mentionnais puis je réfléchissais puis je pense que s'il y a un côté de ça qui est très, là, on va dire le terme Americana, c'est dans le sens que c'est une thématique qui est très américaine, l'image que tu veux projeter là, avec Joe Pesci, justement Robert De Niro. Et j'ai l'impression que justement, je pense que ça serait difficile de le transposer pour que ça soit bien, justement, profitable et vendeur dans un contexte où il faudrait que ça soit le plus réaliste possible. Parce que j'en connais, tu sais, personnellement, j'en connais, mais justement, sont ancrés dans des thématiques et des ambiances qui demeurent très américaines et c'est exclusivement pour un public très américain tout de même aussi, là, tu sais, des petits jeux très indépendants. Mais effectivement, qu'en français, j'en connais pas non plus, là, j'en connais pas vite comme ça. Regarde, et Ouais, pourtant avec la French, avec justement un Peaky Blinders, avec les Yakuza, ouais, oh en oui, fait, il y a moyen de sortir d'axer ça sur la PEG. Moi, tu vois, je réfléchis à un petit jeu. Je sais pas du tout si j'aurai le temps d'écrire ça un jour, mais j'ai très envie d'interroger la violence et de proposer un système extrêmement réaliste pour essayer de rendre ce que c'est la vraie violence, en fait, la bagarre à main nue. J'aime beaucoup l'UFC, donc je voudrais quelque chose qui se rapproche de ça, mais aussi de faire prendre conscience aux gens de ce que c'est que la violence. Parce qu'elle est toujours fun dans le jeu de rôle. Et quelque chose qui soit un jeu de niche, tu vois, mais un jeu qui pousse à te faire réfléchir. Et à partir de là, après, tu peux aller soit dans du shonen, où on fait la bagarre, quoi, ouais, soit au contraire dans des choses beaucoup plus réalistes, notamment, tu vois, jouer en solo un boxeur ou un combattant du UFC qui rêve de devenir champion, mais où tu aurais, avant les combats, la vraie pression, parce que ton combat, tu sais pas du tout si tu vas le gagner, et puis si tu le perds dans ta carrière derrière, et donc tu gérerais tout l'aspect carrière, communication, puis ta vie privée en même temps, tu vois. Ça, c'est un truc qui me chaufferait un peu, mais prévu pour être joué en solo, vraiment. mais c'est intéressant, Mais voilà, c'est un truc auquel je réfléchis, ouais, mais je pense qu'il faut réfléchir, c'est pour ça que j'aime Argiropé, réfléchir à la violence dans le jeu de rôle, pour que le jeu de rôle devienne vraiment aussi un vecteur de questions philosophiques, tu vois, de ok, se poser des questions OK, ça implique quoi de mettre un coup de poing dans la mâchoire de quelqu'un, en fait, et ça implique quoi de mettre un coup de couteau dans quelqu'un, et non, on peut ne pas mourir avec une balle dans la bouche, par exemple, alors qu'un tir à la tête dans 90% des jeux de rôle, c'est mortel, point. ouais, oui, Il y a pourtant des exemples de personnes qui ont survécu.
Ouais. Donc, Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, en fait, parce que là, tu mentionnes justement les jeux. Et maintenant, tu imagines le contexte de ta personne qui fait de la UFC qui, dans un jeu solo, puis je vois quasiment justement une influence aussi où, si tu veux rendre ça le plus réaliste possible, ou du moins le plus impliquant possible en termes de, il va se passer quelque chose, il va y avoir un combat, il y a l'anticipation du combat qui approche. ouais, C'est intéressant de mettre l'accent autant justement sur les capacités ou les prouesses physiques de la personne, mais aussi l'état mental, le parce que moral. le moral, exactement. Exactement. Oui. Super. Exactement. Ouais. Tu as un combattant hyper performant. S'il se fait manger le cerveau, s'il rentre perdant, ça Mhm. va être très très dur. Et du coup, tu vas jouer ça sur les caracs, etc. Là, tu rentres, t'es blessé. Tu peux être une bête, mais t'es blessé, ça va jouer sur ton moral, etc. Enfin voilà, t'as été battu. Il suffit de voir le dernier combat de Kamaru Usman. C'était un rouleau compresseur. Colby Covington était déjà une légende. Manque de bol pour lui, il tombe la même génération qu'un Kamaru Usman. Et il n'arrive jamais à le passer. Kamaru Usman perd de façon spectaculaire contre Leon Edwards. Il fait un rematch derrière. C'est l'ombre de lui-même. C'est l'ombre de lui-même et il n'arrive pas à reprendre sa ceinture. Alors que le Kamaru Usman, d'il y a ne serait-ce que quelques mois, il a récupéré facile. Mais il s'est fait manger le cerveau par un gars qui l'a vaincu une fois. Lui à qui ça n'était jamais arrivé, eh ben, s'en relever, certains ne s'en relèvent jamais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça que l'importance de la défaite. Il faut que les combats soient tellement serrés, il faut tellement comment on appelle ça, l'intelligence de combat en anglais, euh, on dit fighting, Hey, je sais pas, c'est une bonne fighting. question. C'est comment on dit l'intelligence ou l'acuité mentale en anglais? C'est de Euh, voyons, quelqu'un qui, pas de la, tu sais, ah, en c'est tête, j'ai kindness, mais c'est pas ça, ça ressemble un peu à ça. C'est l'IQ. IQ, je crois. L'IQ. Fighting IQ. Tout simplement, OK. le QI de combat, tu vois, un truc dans le genre. Je crois qu'on dit Fighting IQ ou un truc dans le genre. OK. Si je dis pas de bêtises. Et où les gars sont vraiment, ils sont intelligents dans leur façon de combattre. Donc tout ça, c'est des choses que j'aimerais interroger un jour. Après, je fais mille choses. Donc, tu vois, j'ai des idées qui sont là, dans ma tête, alors que j'ai d'autres projets de jeux et que clairement, ce type de règles n'auront pas sa place dans les jeux que j'ai en tête et que j'ai plus ou moins déjà développé. Donc j'ai plutôt envie de développer des questions qui me semblent ne pas avoir été développées, tout en me disant ça va pas faire, ce serait plutôt un petit jeu de niche, tu vois, ça va pas faire Mhm. un succès fou. Que des ambiances ou des univers, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de tout et que tu peux, en adaptant un petit peu, reproduire n'importe quel film, n'importe quelle série avec tous les jeux de rôle qui existent déjà, hein. Mhm. Mhm. Absolument. Absolument. Harry Mais Potter, c'est, on sait qu'il y aura jamais les droits. Bon, tu prends Mage. Et tu peux faire du Harry Potter, hein, il n'y a aucun ouais, problème. Donc, il y en existe, je pense, 4 ou 5 jeux d'Harry Potter déjà sortis, là. Même ma collègue Marika sur la chaîne en a sorti un il y a quelques années avec des amis, là. Mais, euh, non, mais je comprends très bien, mais je vais quand même continuer à réfléchir à tout ce qui touche la pègre. Je trouve ça intéressant de voir justement la transposition dans on va dire un cadre moins américain. On y va ouais. avec une prochaine question. Allez, OK. Une question plutôt générale, assez simple en même temps. Est-ce que tu préfères le rôle de maître de jeu ou de joueur? j'aime bien les deux. Je Mhm. m'amuse plus souvent en tant que maître des jeux. Pourquoi? Je suis trop exigeant. OK. Je suis trop exigeant et je me flagelle très bien tout seul. Donc, Mhm. quand une partie était pas terrible, ça me va de me dire j'étais pas bon parce que j'ai l'habitude. Je me dis très souvent après quelque chose que j'ai produit, j'aurais pu faire mieux. C'était pas suffisant. C'est plus ennuyeux quand je suis face à des amis euh, parce que plein de potes m'ont dit arrête, on n'est pas, enfin, c'est pas un boulot. euh, on peut jouer détente aussi. Mais j'ai dit des choses terribles à des potes avec qui j'ai arrêté de jouer parce que j'étais un peu plus jeune, mais ou à qui j'ai dit moi je peux pas rester 6 heures autour d'une table à jouer. Ils jouaient vraiment en mode détente complète. Il y avait très peu de RP. Voilà, on parlait autour d'une table et on lançait des dés. Et en fait, je les ai quittés en leur disant, moi, je peux pas rester 6 heures
ou 8 heures autour d'une table à jouer. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin qu'on aille vers l'art, justement, qu'on pousse plus loin. J'ai besoin de vivre des trucs. En fait, on parlait d'L5K, cette fameuse partie où je suis maître des jeux et où tout le monde pleure à la table, mais Mhm. pleure vraiment, hein. À la fin de la partie, je replie l'écran, la musique persiste pendant 5 minutes et on n'entend rien dans la pièce, si ce n'est les reniflements des joueurs qui essuient leurs sanglots. C'était incroyable, presque bizarre, tu vois, comme expérience. J'ai passé ma vie à chercher une telle intensité dans les parties qui ont suivi et je me suis pourri énormément de parties. Ça a été une bénédiction et une malédiction, cette partie. Parce que j'ai voulu la reproduire, alors que c'était juste un instant de grâce. Et j'ai compris depuis que des fois, tu ne sais pas pourquoi, la magie opère. Et je commence à être plus à l'aise. La chaîne me fait beaucoup de bien pour ça. Je commence à être plus à l'aise dans ce rôle de joueur parce que je m'abandonne un peu plus, je lâche prise en me disant, si la partie est géniale, ça ne dépend pas du maître des jeux, ça ne dépend pas de tel ou tel joueur, ça ne dépend pas de moi, c'est juste cadeau et il faudra l'accueillir et pas chercher absolument à ce que ça se reproduise. Et c'est ce que Mhm. je trouve magnifique finalement dans le jeu de rôle, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne maîtriseras jamais. Tu peux monter une Dream Team, j'en ai rêvé longtemps. Tu peux prendre le meilleur maître des jeux de ta connaissance, jouer avec ces gens-là, et pour autant, bah, si la sauce prend pas, la sauce prend pas. Mhm. Tu peux même prendre la même table avec laquelle tu as fait quelque chose d'extraordinaire, leur faire jouer la même partie, mais juste un autre jour où bah, ils sont pas dans la même forme et ce sera pas la même chose. Donc, je suis très, très exigeant. J'ai du mal à ne pas avoir ce regard un peu critique, le regard du professionnel. Mhm. Tiens, j'aurais pas fait ça comme ça. Et du coup, ça me rend les parties difficiles. Depuis que j'ai mon émission, je suis beaucoup plus bienveillant parce que mon invité est vraiment mon invité. Et donc, je prends plaisir à découvrir une nouvelle personne et on est toujours plus bienveillant avec les gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et ils bénéficient de la rencontre. Et c'est ce que j'adore. Je crois que le seul moyen de ne pas être lassé par le JDR, c'est de changer de maître des jeux et de joueur. Parce que Bruno, qui est un de mes grands amis, on nous traite souvent de vieux couple. Bruno, je sais ce qu'il va dire avant qu'il le dise. Ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. On a joué des quantités astronomiques de parties. Ça devient compliqué pour lui de me surprendre. D'autant qu'il cherche pas, lui, à faire vraiment l'effort de se renouveler. Lui, il a toujours pris ça pour un plaisir. Et donc, bah, des fois, on se prend la tête, tu vois, on se crêpe le chignon comme Mhm. un vieux couple parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon de jouer, sur la façon de masteriser. Donc, globalement, quand je masterise, au moins, bah, c'est moi qui ai le contrôle. Et comme ça me rassure, globalement, c'est plus facile pour moi de prendre du plaisir en tant que maître des jeux. Ouais. Je suis content que tu m'aies dit ça Mais, après qu'on ait enregistré ensemble une partie. Ça m'aurait mais donné un stress. dis-toi que j'ai ça fait partie des sujets dont je discute avec ma psy. J'en suis là, si tu veux. Je travaille à lâcher prise dans différents aspects de ma vie, mais notamment le jeu de rôle. Être juste capable d'apprécier une partie, tu vois, et pas rechercher la performance, le truc Mhm. absolu. J'ai fait beaucoup de progrès, hein. Mes potes te le diront, hein. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais je sais que je peux encore progresser pour réussir à apprécier n'importe quelle partie. Ok. Tant mieux, tant mieux. Mais je pourrais, c'est intéressant. Puis je suis vraiment d'accord aussi avec toi. Il y a comme il y a une composition dans une partie de jeu de rôle, un élément du cocktail qui fait en sorte que tu ne peux pas. Il y a des choses qui ne vont survenir ou que tu peux pas tout simplement ne pas contrôler. Il y a des événements ou des éléments qui demeurent dans l'intangible et qui demeurent dans même l'incompréhension qui vont venir influencer le bon déroulement ou le mauvais déroulement d'une partie. Puis ça m'avait marqué une fois, j'avais discuté avec une de mes amies avec qui j'avais déjà joué dans des parties qui est une actrice tu sais, une comédienne de théâtre au quotidien, dans son quotidien, et elle m'avait dit, jouer une partie de jeu de rôle, elle dit, je trouve ça incroyable parce que justement, c'est comme quand je fais une prestation sur scène le soir lors d'une soirée. Elle dit, chaque fois, ça va être différent. Et chaque fois, tu ne pourras pas le répéter de la manière, Mm. la manière pareille, de la même manière la soirée d'après ou la soirée précédente. Ça va tout le temps être un événement aussi différent, même si tu vas jouer le même scénario, même si tu vas jouer avec les mêmes personnes, il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Puis en même temps, je trouve que ça fait la beauté de la chose. Ça montre à quel point c'est c'est unique. Tu vis quelque chose que... C'est, my- Oui. c'est mystique. Oh oui, C'est définitivement. mystique. En fait, là, c'est le prof de français qui va parler.
Et la grâce, en théologie, c'est donner. La grâce, c'est cette Mhm. chose donnée par Dieu et sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Eh ben, les romantiques parlent de l'enthousiasme quand ils parlent de l'inspiration. Et l'enthousiasme, c'est Dieu en moi, hein. Enthousiasmos, c'est Dieu qui descend en moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument pas contrôlé. Eh ben, le jeu de rôle répond à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'enthousiasme, l'inspiration vient créer quelque chose malgré nous. Et c'est une expérience proprement mystique, en fait. Mhm. Il y a quelque chose de transcendantal dans le jeu de rôle. Mhm. Absolument. Ah oui, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, j'en suis persuadé. Je vois le temps qui passe, mon Dieu, ça fait déjà presque une heure qu'on discute comme ça, mais Ouais, mais je pense qu'on va. tu vas faire des coupes. Non, non, mais même pas, même pas. Moi, je En veux des fait, questions encore, j'aime bien. ouais. On en a le temps encore pour quelques-unes. On en a encore le temps pour quelques-unes. On va y aller avec une prochaine question. Ça me permet justement. On va y aller. Euh, OK. Question plus générale. Est-ce qu'il y a un genre de fiction, qu'on parle justement de la fantasy, de la science-fiction moderne, fantastique ou autre, que justement tu apprécies moins ou tu trouves moins inspirant à justement explorer dans le contexte d'un jeu de rôle? Non, OK. Est-ce qu'il y en a un que tu trouves non. encore plus excitant que les autres? Ça, oui. Et encore, ce serait difficile pour moi de te le décrire. Je suis un boulimique et au point que j'ai un amour total pour le jeu de rôle. Je pense même qu'il n'y a pas de mauvais jeu de rôle. Je pense qu'il y a que des mauvais MJ. Et que un jeu de rôle qui paraît pas génial, ben un super MJ, il peut ouais régler les deux petits soucis de règles peut-être qu'il faut. Il peut te créer une histoire fabuleuse dans cet univers qui est pas transcendant et t'en faire quelque chose de génial. Et moi, quand j'étais gamin, que j'ai découvert le jeu de rôle, j'étais prêt à tout tester tout de suite. Pour moi, le jeu de rôle se limitait pas. D'abord, j'ai pas commencé par Donjons et Dragons, je suis venu très très tard. J'ai commencé par Hawkmoon et j'ai Ah lu les ouais. romans avant. On m'a fait lire les romans et on m'a fait jouer à Hawkmoon. Et après, on m'a fait jouer. Enfin, ma toute première partie, c'était un Star Wars D6, mais avec le même copain qui nous a fait jouer quelques jours plus tard à Hawkmoon. Donc, deux univers que je maîtrisais. L'un parce qu'on m'avait fait lire les romans, l'autre parce que c'était Star Wars, quoi. Donc déjà, j'avais des repères, etc. On m'aurait proposé n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, tout ce qu'on m'a proposé, j'ai dit oui, sans vergogne. Ça a été Cthulhu, ça a été Shadowrun assez rapidement. C'est les premiers jeux auxquels on a joué. Et quand la première fois j'ai entendu quelqu'un qui me disait, ouais, moi, la SF, ça m'intéresse pas trop, je me suis dit, mais ah bon, c'est possible de trier en fait? Parce que pour moi, c'était d'abord du jeu de rôle. Et rien que ça en faisait un truc génial. Donc il n'y a rien, si tu veux, qui a priori. Voilà. Après, on est entre nous, on discute quel jeu. Ça va plutôt être des jeux que des univers. OK. Mais les univers, je sais que de la fantasy basique, il y a très peu de chances pour que ça m'intéresse pas du tout. Un univers contemporain très proche du nôtre, ça part avec moins d'avantages. Donc si je devais hiérarchiser comme ça, je Ouais, ouais, dirais ouais, je comprends. un univers très proche du nôtre et pas super sexy, ou alors les univers où j'ai peur de pas pouvoir m'exprimer, par exemple la préhistoire. Ah. Euh, Coco du studio 4D2 me propose un Cthulhu, c'est pas mon jeu préféré, même si j'aime bien, et il me propose de la préhistoire. Alors là, pour le coup, de Cthulhu à la préhistoire, je me suis dit, ah, vraiment, super. Pour le roleplay, je vais devoir trouver un truc. Elle rentre dans mon top 10 de mes meilleures parties. OK. Donc, comme quoi, tu vois, ouais, ouais, incroyable. C'était pendant le Roll Event. J'ai été invité en Suisse par Studio 4D2. Et ça, c'est un truc que je voulais ajouter tout à l'heure. Le cadre des émissions. En fait, j'ai été très surpris de voir qu'en émission, j'ai vécu beaucoup de super parties. Parce qu'il y a l'émission, tout le monde est sérieux, on essaye d'être concentré. Et en fait, il y a des fois où je me suis vraiment approché de ce que j'espérais en jeu de rôle dans le cadre des émissions. Parce que les émissions mettent une pression supplémentaire qui fait que les gens essayent vraiment de bien faire. Et il se passe quand même des choses incroyables. Tremor City avec Coco, toujours le même, qui est venu sur la chaîne. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et waouh, c'est clairement ça restera à vie dans les meilleures parties que j'ai jamais jouées. Et pourtant, ça s'est fait en pleine émission et complètement improvisé en plus. Mhm. OK. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Euh, on va y aller avec une autre question, si tu me permets. Si tu veux des questions, on va continuer parce que sinon, je sais qu'on on va. Vas-y. Vas-y. OK.
Question spécifique à toi. Puis en même temps, c'est parce que je me rappelle, je l'avais cherché puis je le retrouvais pas. Euh, Tu avais sorti il y a quelques temps, j'avais déjà vu passer, je ne sais pas si tu l'avais partagé via ton compte personnel ou le compte justement de la chaîne, un fameux tier list. Tu avais sorti un tier list avec Oui, différents jeux de rôle qui étaient statués justement de S à, je pense que c'est F le dernier ou quelque chose comme ça. Euh, je sais plus, on était plus en spa ouf, jamais de ouais, la vie, ouais, pépite, c'est ça. etc. Il faudrait le retrouver, ouais. Ouais, ok. Ça t'avait pris combien de temps à faire ça? Parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Ça t'avait pris vraiment, vraiment. On l'a fait en émission avec des copains qui le faisaient aussi de leur côté. Il y avait notamment le fameux Sébastien. On a des clips sur la chaîne. Allez les voir vers 2 heures du matin. On est, c'est la fatigue, mais on a des fous rires parce que justement, moi, je pensais que ça irait relativement vite. Je crois qu'on a fini l'émission on a dû la commencer vers 21 heures comme d'habitude. C'était une émission spéciale et on a fini, mais je sais pas, à 3 heures du mat. Ok, 3 heures et demie, c'était n'importe quoi. Non, c'était super long. ok. Je viens de le retrouver. Je suis dessus présentement. Je suis dessus Ah bah, présentement. est-ce que tu as le classement? Oui, j'ai le classement, c'est Parce ça. que, par exemple, après, pour moi, c'était pas du meilleur au moins bon. Non, non, c'était plus de l'intérêt, c'est ça. Parce que les pépites, c'est pas forcément les meilleurs jeux. Mais c'est pour Mhm. moi des propositions très intéressantes. Par contre, les j'adore, il y a mon top 3, je crois, c'est ça? Il y a top 3 et il y a j'adore. C'est top 3 et des perles. Top 3, t'avais mis justement La Légende des Cinq Anneaux, Mage et Ouais. Donjon Dragon. C'est-à-dire les jeux auquel je reviendrai toujours sans problème, en tant que joueur. En tant que MJ, mage, le sortir à chaque fois, c'est un peu de pression, tu vois, c'est la somme. Je sais qu'il va falloir que je me replonge un peu dedans. Mais ces jeux-là, tu me dis, on fait une partie d'un de ces trois jeux, je suis toujours partant tout de suite. OK. Et j'étais curieux parce que la sous-question qui venait avec cette question-là que j'ai pigée, c'était plutôt les jeux qui se retrouvent justement dans les catégories c'est pas ouf et c'est non. Est-ce que c'est plus à cause de Ouais. l'univers ou à cause de les mécaniques de jeu? Je crois qu'on, alors tout ça a été expliqué sur l'émission, mais qui doit plus être en ligne depuis, elle est trop vieille. Euh, Parce que Tu par peux me exemple prendre un exemple? oui, parce que par exemple dans ces noms, tu as plusieurs variantes de l'univers de Warhammer 40 000, par exemple. Ouais, je suis navré, mais c'est pas ma came pour une raison. Le côté baroque fasciste, je Mhm. suis jamais rentré en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement. En fait, on vit dans une société où on s'offusque très vite, je Ouais. trouve. Et par ailleurs, on joue à des jeux à l'esthétique et au but extrêmement fascisant. Et c'est parfois les gens qui s'offusquent d'un rien qui défendent ces mêmes jeux. Et là, j'ai du mal à comprendre. Moi, je suis assez unifié comme personne. Euh, Jouer un tyran, ou plus exactement en écrire dans mes romans ou quoi, tu vois, ça, je suis fasciné par les fanatiques. Je les trouve Mhm. extrêmement intéressants. Mais jouer ou avoir affaire constamment à ces personnages-là, non, parce que de toute manière, j'aime quand même bien, sauf dans le cadre d'un one-shot, aller vers des choses plutôt lumineuses. Justement parce que la mauvaise réputation du jeu de rôle, etc., fait qu'il y a des jeux cultes. C'est, voilà, culte, ça fait partie des jeux qui m'ont posé problème. Va dire à des gens, mais non, le jeu de rôle, c'est une activité saine quand tu as des trucs comme culte qui sortent, où il est question de nécrophilie, de Ah, pédophilie c'est et assez de choses intense, comme ouais. ça. Je ne vois pas, mais je ne vois pas une seconde l'intérêt de construire des histoires avec ça. Pas une seconde. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est non, parce que je trouve qu'il y a autre chose à faire et que la transgression, bah, c'était bien quand j'avais 14 ans, mais maintenant je suis un adulte et en fait, c'est des thèmes, je ne, vraiment, je ne comprends pas. Mhm. J'ai vraiment cérébralement, enfin cognitivement, si tu veux, je bug que quelqu'un puisse me dire, ah, ce jeu est génial. Ça va, c'est mal, hein, c'est du préjugé, mais je vais me dire, oula, cette personne, pour aimer ce genre de jeu, elle doit avoir de sacrés problèmes, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça bizarre, en fait, de. OK.
Intéressant, intéressant. Moi aussi, j'ai jamais joué à un jeu de Warhammer 40 000, fait que je ne peux pas savoir. Par contre, je suis curieux parce que dans ton top 3 Mais je suis justement, sûr qu'il y en a d'autres, j'aurais d'autres, pardon, ben mais justement, c'est je pour suis ça, sûr qu'il y en a d'autres dans lesquels je te dirais, oui, bah lui j'ai mis non, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. ben, c'est justement d'où mon questionnement, parce que dans ton top 3, tu as Mage, et dans la section C'est pas ouf, qui est au-dessus de ces noms, tu as un autre jeu, dans le fond de la gamme de White Wolf, qui est Mommy. En fait. Oui, bah je l'ai testé. Et ça fait partie de ces jeux qui, à force de rajouter des univers sur l'univers, moi, Mommy, je ne sais pas comment le faire tenir. Mhm. Et en fait, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe au milieu du reste. Alors que dans les créatures typiques de l'ère victorienne, bien sûr que je comprends ce que ça vient faire là. Mais je sais pas, la proposition, je l'ai trouvée plus lumineuse, justement, que beaucoup d'autres jeux de la gamme du Monde des Ténèbres. Mais pour l'avoir testé, je peux pas te dire autre chose que c'était sympa, mais c'est pas ouf. C'est clairement pas un jeu sur lequel je reviendrai. Je le sais, quoi. OK. Puis une dernière, parce que j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup les tier lists. J'aime beaucoup, je pense comme toi, dresser des listes en soi. C'est le genre de choses qui me stimule énormément. Et juste un dernier, parce que je suis vraiment curieux. Dans C'est pas ouf, t'as aussi mis Toon. Oui. Oui, parce que c'est ce que j'appelle un jeu de rôle apéro. C'est-à-dire que c'est très rigolo. J'y ai joué un grippin. Bon, voilà, jamais de ma vie, j'aurais pu jouer autre chose. J'aurais pu jouer un grippin dans un autre jeu, tu vois. J'y ai joué un chat qui essayait pathétiquement d'être comique, mais qui n'était pas drôle du tout. Et c'était le Mhm. pitch du perso, hein. Voilà, j'ai fait deux, trois parties. Mais quand je te dis, tu vois, élever le jeu de rôle au rang d'art, ça me paraît compliqué avec Toon. Donc, OK. une soirée apéro, why not? Un jeu de rôle où je vais avoir très peur, pleurer, être transporté par un élan épique, rire peut-être d'un truc, mais rire sincèrement. Ok, mais je sais que c'est pas avec Toon que je vais vivre ça. Et moi, clairement, c'est ce que je cherche. Je cherche à rêver, quoi, avec le jeu de rôle. Mhm. Je suis curieux parce que là, tu as mentionné justement le rire. Est-ce que tu as, parce qu'on parle beaucoup justement des émotions très fortes, comme justement soit l'amour, la peine ou justement l'intensité, des choses comme ça. Mais le rire étant, je trouve, en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est des fois parfois un peu plus difficile à maîtriser lorsque tu veux que ce soit également aussi très sérieux, dans le sens que des fois le rire c'est drôle, le rire c'est sérieux, ou justement l'humour c'est sérieux. Est-ce que tu as des jeux en particulier que tu trouves qu'ils s'y portent bien dans le contexte de vouloir faire vivre des émotions qui sont extrêmement amusantes et drôles, mais qui permettent justement d'élever en même temps le jeu de rôle vers la forme de l'art? Troubleshooters. Oui, OK. Effectivement. Super. Reproduire, reproduire un dessin animé, façon Tintin ou quoi. Tu vas faire rire pour des clichés que tout le monde attend, etc. Troubleshooters. Et après, les jeux tragiques. Parce que j'ai un côté romantique. Et comme disait Victor Hugo, le théâtre ne devrait pas se borner à séparer le rire des larmes. Et lui, il plaide pour un théâtre qui soit à la fois grotesque et sublime. Rien, et parce qu'en fait, c'est l'inspiration de Lope de Vega, de Shakespeare, qui les précède vachement, hein, les romantiques, mais les romantiques Mhm. sont vraiment tournés vers le théâtre espagnol et le théâtre anglais. Et en fait, le rire n'est jamais plus fort que quand les larmes le précèdent ou lui succèdent. Typiquement, la partie dont je t'ai parlé, où on finit par pleurer tous, Mhm. à un moment donné, mes joueurs ont éclaté de rire. Je joue un forgeron un peu marrant, sa femme l'appelle, il est tout en stress, et je me lève vraiment, et je fais trois pas comme si je partais en courant. Or, je marche sur mon hakama parce que j'étais en tenue et je tombe et je reste RP. Je fais comme si cette chute était prévue dans le jeu, tu vois. Et mes joueurs explosent de rire, etc. Quand plus tard ce personnage meurt sur le champ de bataille, ils étaient déchirés Ben oui, c'est sûr. tellement il leur avait été sympathique, etc. Donc je trouve que quand on fait rire, et pas forcément volontairement, il faut pas trop chercher à faire rire, je pense. Mhm. Mais quand tu ris, là, tu peux ensuite aller chercher des émotions. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'ailleurs, on peut pleurer de joie, on peut rire jusqu'aux larmes. Moi, je sais que dans les exercices de théâtre, quand on me demande de, de jouer sans parler des émotions, de vivre des émotions plus exactement, le plus simple pour moi, c'est de me faire passer de la joie à la tristesse.
Parce que ce que ça vient remuer chez moi la joie, qui peut me faire monter les larmes, si derrière je dois être triste, l'enchaînement est très simple pour moi. Donc je trouve que les jeux à tendance tragique, j'adore la tragédie, sont des bons jeux pour faire rire ses joueurs. Mhm. Parce que ça va créer un ascenseur émotionnel hyper intéressant. Et Shakespeare avait tout compris, quoi. C'est exactement ce qu'il fait. Il y a des moments qui sont très drôles chez Shakespeare et puis des moments qui sont terriblement émouvants. Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Encore une fois, c'est super pertinent à entendre parler, mais malheureusement, Olivier, je vois l'heure qui passe. Il va falloir arrêter cette rencontre. Ça a été, Tellement triste. ah oui, ben justement, c'est très tragique comme situation. Mais pour vrai, merci encore beaucoup. J'espère que tu as apprécié l'exercice de justement de faire un peu lancer des questions comme ça sans savoir à quoi s'attendre. Moi, j'aime tout le temps ça et j'aime tout le temps ça justement avoir des gens de différents profils et de différentes opinions qui proviennent justement de différents milieux sur le concept du montée de niveau. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que tu as accepté l'invitation et qu'on a pu aussi justement jouer une partie ensemble. Et pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, Olivier Larue de la chaîne Ultima Verba, je le balance mal à chaque fois. Tous les liens vont être disponibles sous la description de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup, Olivier. Dis-moi, juste pour Je les t'en personnes. prie. Oui. Oui, alors vas-y, parce que Non, non, vas-y. non, bah tu fais très gentiment ma pub. Moi, tu sais qu'il y a cette notion de passerelle. Est-ce que Mhm. tu me permets de parler très succinctement de trois projets qui me chauffent? Les gens pourront juste aller voir très vite. Oui, Il y bien en a sûr. notamment un qui les intéressera parce que c'est gratuit. Les deux premiers, c'est simplement des financements participatifs qui sont en cours. Bon, on coupera ça. Les financements participatifs seront plus en cours quand cette vidéo Mhm. sortira. Il y a peut-être un late pledge, par exemple, ça se peut, Euh, je sais pas. je sais pas s'il y aura, non, c'est pas dit. Non, par contre, je voudrais parler de Rollis. Oui. Je sais pas comment relancer pour faire une coupe propre et relancer Ah, ça. ben ça, regarde, c'est pas dans. Juste. OK. Vas-y. Et je voudrais parler d'un projet que je trouve hyper intéressant Mhm. et que j'ai envie de soutenir, qui s'appelle Rollis. Rollis, c'est un particulier qui fait ça, qui s'appelle Amaury et qui est très sympa, qui est québécois d'ailleurs, hein, d'origine, mais qui vit en France. Et il propose une plateforme sur laquelle il y a plein de scénarios, de mini-campagnes, multi-jeux. J'en ai écrit quelques-unes, j'en ai écrit au moins deux. Et donc ça s'appelle Rollis, on va sur la plateforme et par exemple on dit tiens j'ai envie de jouer ce magnifique scénar d'Olivier Larue qui s'appelle Heureux les cœurs purs. Donc on va cliquer sur le scénar et on va dire mais moi j'ai envie de le jouer avec Donjons et Dragons. Eh ben, on clique, hop, Donjons et Dragons. Et donc, toutes les stats des créatures, tous les jets qu'on va te demander, bah, ils seront adaptés à Donjons et Dragons. Mais si tout d'un coup tu dis non, moi je veux jouer à Rêve de Dragon, eh ben, hop, le scénario, quand tu vas cliquer dessus, bah, en fait, ce sera les compétences et les stats pour Rêve de Dragon. Et puis si tu proposes un autre jeu, eh ben, si le jeu est rentré et leur liste est assez grande, eh ben, on va te traduire ton scénario pour le jeu que tu as choisi. Je trouve ça très intelligent. Amaury fait ça pour l'amour du jeu parce que c'est totalement gratuit. Et vraiment, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. C'est fait pour faire de petits scénars jouables assez rapidement. Des mini-campagnes de 3. Moi, j'en ai écrit une qui fait 4 scénars aussi. Et voilà. Et tout ça est gratuit. Tout ça est proposé pour faire vivre le jeu de rôle et la communauté. Et bien sûr, c'est accessible depuis le Québec puisque tout est en ligne. OK. Ben oui, très cool. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Je connaissais pas ça du tout. Très cool. Merci. Je t'en prie. Ben écoute, fait que, hey, c'est pas plus compliqué que ça. Merci encore beaucoup, Olivier, d'être venu discuter avec moi. Je suis vraiment content des échanges et c'était super intéressant de t'entendre parler puisque tu as vraiment les deux pieds dans, on va dire, le milieu, autant du point de vue on va dire, de joueurs que aussi de créateurs et bien sûr dans tout ce qui est la machine en soi qui produit les jeux de rôle. Fait que c'est vraiment très pertinent. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent présentement ont trouvé également aussi ça très intéressant à te suivre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.